En tant qu'auteur ou autrice, c'est toujours difficile de parler d'un texte alors qu'on a passé du temps à l'écrire. Et quand on met autant de temps à choisir les mots et qu'après on en prend d'autres, c'est toujours un peu frustrant. Du coup, j'aime bien commencer par une lecture pour vous donner à entendre le texte. Et puis ensuite, éventuellement, on peut en parler. Peut-être dire, pour parler de ce texte, que c'est donc un texte sur le deuil, qui parle de différents types de deuil, à la fois le deuil d'une personne décédée, mais aussi le deuil d'un territoire, d'un certain rapport au monde, aussi au monde vivant. Donc c'est un texte qui peut être un peu difficile, en tout cas qui, je pense, peut générer des émotions. Et aussi dire que c'est la première fois que je viens présenter un de mes livres dans un hôpital, donc c'est émouvant pour moi, et c'est d'autant plus émouvant que vous allez en entendre un qui porte sur ma relation à l'hôpital, enfin à un hôpital, dans cette histoire précise de deuil. Voilà. Et peut-être pour préciser qu'il s'agit d'un hôpital dans lequel il n'y a pas de médiathèque. Un hôpital à Londres. Et du coup, aussi un système hospitalier très marqué par la privatisation, par les coupes budgétaires, etc. Et ce qui s'est ressenti dans cette histoire de mort et de deuil. Voilà. Donc j'espère que ça vous emportera. Et puis on pourra en parler après. L'automne est doux cette année. Dans ce petit espace qui t'est dédié, entre le potager et la maison, les bambous foisonnent. Le cerisier du Japon, les rosiers et le sureau ont fleuri, les uns après les autres, et ton jardin se prépare désormais à l'hiver, entamant une mue vert sombre. Les feuilles qui commencent à s'amasser sur le sol dégagent une odeur réconfortante de pourriture végétale. Plus agréable que celle des décompositions humaines et animales, elle est un rappel du cycle de la vie avec lequel je peux cohabiter. Elle me prépare à l'hiver, qui reprendra les formes de celui qui avait suivi ton départ, le premier de ma vie d'endeuillée. Depuis ta mort, chaque saison a ses façons de me rappeler ma condition. Tu as peut-être 4 ans. Tu viens d'emménager ici avec ta mère et ta sœur après avoir vécu dans un HLM de la grande ville la plus proche. Ta mère est au bout d'elle-même, c'est-à-dire très loin de toi, et tu sens déjà confusément qu'il te faut prendre soin d'elle. La maison dans laquelle vous vous installez est humide et sombre. Elle se dissimule au terme d'un petit sentier qui plonge vers l'extrémité est du hameau. Dans peu de temps, ta mère oubliera le gaz allumé et la maison brûlera. Elle se calcinera discrètement mais en totalité, de l'intérieur et sans flamme. Une belle métaphore à n'en pas douter. Ta mère survit, ta mère oublie, et ce qu'elle délaisse dans ce geste se consume. Elle gardera longtemps le vestige calciné d'une bague en or et lapis-lazuli, offerte par ton père du temps de leur fiançailles. Cet automne-ci, nous nous retrouvons devant la stèle que maman t'a construite. De cette famille composée sans trop y réfléchir, comme la plupart des familles, par la synthèse des impulsions du corps et de la contractualisation des relations, il ne reste plus grand-chose. Cela ajoute à la tristesse. Décès, drame, défection. On se représente à tort la famille comme cette entité bien délimitée, immuable, soudée par un terreau biologique. Or c'est un terrain fluctuant, en partie instable, en recomposition permanente, où la biologie n'est que peu de choses, quoi qu'on en dise. La famille que tu as connue de ton vivant n'existe presque plus, et aujourd'hui, d'autres nous sont venus qui ne t'ont pas connu. Ce qui fait notre commun peu à peu s'éloigne de toi. Tu as 30 ans. Tu reviens au hameau pour la première fois depuis longtemps. Depuis ton mariage, célébré à la mairie du village. Tes sœurs ont fait de ta venue une surprise. Lorsque tu entres dans la maison par la porte latérale, celle qui donne directement sur la cuisine et ta mère, le visage de celle-ci se transforme. Elle en pleurerait si elle savait pleurer.
Tu arrives quand tout le monde est déjà là. La tablée est longue et bruyante comme dans tes souvenirs. On t'accueille d'un sourire timide, les yeux pleins de sollicitude. On est prête à jouer la comédie pour ne pas te brusquer. Peut-être est-ce que cela t'arrange. Peut-être aussi que tu en crèves un peu plus. Qui peut savoir? Ta mère s'affaire en cuisine, c'est sa façon à elle d'habiter le malaise, de pratiquer un retrait sans lequel elle ne peut pas faire avec ses proches. Ta mère compense depuis toujours. Le travail domestique est une de ses stratégies. Ce soir, tu la rejoins et te prêtes à son jeu. Tes apparitions à table sont brèves, emballées de peu de mots. Ta petite sœur t'observe et retient son souffle. J'ai disposé des bougies sur le pourtour du terre-plein central, au pied des bambous. Leurs flammes labiles se mêlent doucement au bleu profond de la nuit qui s'installe. Le moment est maladroit, les gestes et les mots sont autant d'exploration, appesantis par l'émotion. Plus personne ne nous apprend à faire avec la mort. Nous parlons un peu, tournés vers ta stèle, mais en réalité nous nous parlons les unes aux autres. En partant, tu as fermé derrière toi une porte infiniment lourde qu'il nous coûte d'ouvrir. Ne nous en veux pas si nous l'avons si longtemps laissée fermer. Il n'est pas aisé de survivre à celle qu'on aime. Moi qui te parle en silence depuis toujours, je commence seulement à t'écrire ce soir. Ta vie, ses débuts, ses sursauts et sa fin continuent d'organiser la métrique de la mienne, ses mouvements de plaques. C'est d'abord le bruit discret d'un papier que l'on fait glisser sur le parquet par l'interstice, sous la porte. Ce sont quelques mots griffonnés par une connaissance. Je suis désolée pour toi. Dans la chambre fermée, je suis blottie dans les bras d'une amie. La pièce est sombre, protégée de la lumière criarde et de la chaleur étouffante de ce début d'après-midi. De ce côté-ci de l'Europe, il fait encore chaud. Si on t'appelle, c'est que tu dois venir, m'avait dit maman au téléphone. J'étais prévenue, le sous-texte était clair pour tout le monde. Mais pas pour moi. Alors pourquoi suis-je en train de pleurer? Ce qui ne m'est pas encore accessible en pensée fait déjà son chemin en moi, insensible à ma peine. Quelques heures plus tard, c'est l'autre côté du continent, celui où il fait déjà froid, qui baigne dans le brouillard. Le train depuis l'aéroport est plongé dans la pénombre. Il s'arrête trop souvent. Les lumières palpitantes des faubourgs viennent, par intermittence, soutenir les néons fatigués de l'allée centrale. Je ne sens plus mon corps. Depuis déjà des mois, je m'échine à quelque chose le concernant, je ne sais pas bien quoi. Le faire disparaître peut-être, ou bien tenter de le sentir à nouveau. Peu à peu, il s'est effacé jusqu'à ce moment, cette nuit d'automne, et sa dissolution presque complète dans les reflets poudrés des rues de Londres. À la sortie de la station de métro, mon père m'attend planté dans l'obscurité. Je vois mal son visage, mais j'en discerne déjà les traits tendus, épuisés. Nous nous embrassons, sans un mot. Puis je le suis dans l'entrée de l'hôpital, éclaboussé par la lumière blafarde qui est le propre de toutes les institutions de ce type. Comme une façon de nous pousser déjà à la capitulation. C'est ensuite un enchevêtrement de couloirs, puis l'arrivée dans le service d'oncologie et sa moiteur tenace due à la proximité de l'incinérateur. Il y a un sas entre le couloir et ta chambre, un espace tout petit, suffisant pour laisser s'ouvrir 2 portes qui le cernent. Dans ce recoin, appuyée contre le mur, maman est là qui pleure. Elle se jette dans mes bras. Nous nous touchons sans nous sentir, nous nous regardons sans nous voir. La douleur la plus vive et cruelle, et c'est mentir de dire qu'elle rassemble. En vérité, elle atomise. Dans la chambre où maman m'a poussée avant de partir dans la direction opposée, je ne te reconnais pas. Ou plutôt, je ne te vois pas. Tu disparais sous les tuyaux, les machines. Le bas de ton corps est comme tuméfié, il est gonflé,
noir, méconnaissable. Ton visage est couvert d'un masque qui t'aide à respirer. Je me tiens dans l'entrée sans savoir comment me signaler à toi. Tu ne t'es pas encore rendu compte de ma présence. Je finis par te contourner et embrasser le seul espace de peau encore visible, le sommet lisse de ton crâne nu. Alors tu lèves les yeux et d'un geste lent tu retires ton masque. Merci ma chérie, c'est gentil d'être venue. Gentil. L'adjectif me frappe à la gorge. J'étouffe. Alors je bégaie que je t'aime et que l'amour, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Je suis ta petite sœur, si petite que même à ce moment tu me remets à ma place en une seule phrase. J'essaie de ne pas pleurer, je ne peux même pas t'enlacer, inatteignable que tu es parmi la cohue des embranchements qui te nouent le corps. Je reste là, les bras ballants, mon je t'aime qui déjà se dérobe, inutile. Un soignant arrive dans la chambre à cet instant précis, accompagné de maman. Il nous annonce qu'ils ont prévu de t'amputer la jambe gauche le lendemain matin. Son discours est précis, concis, intelligemment ponctué, on sent qu'il a l'habitude. Pas moi. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. J'ai envie de crier, de me jeter sur toi, pour faire barrière avec mon corps, de pousser cet homme qui te propose de te couper la jambe. Mais tu restes calme, alors je ne dis rien. Je m'en remets à toi, à ce que j'imagine être ta sagesse d'hospitaliser. Tu poses des questions sur la procédure, puis tu te tournes vers maman et tu lui demandes de préparer quelques-unes de tes affaires. En moi, la possibilité de ta mort n'a toujours pas sa place. Alors je m'accroche à tout ce qui se présente. Que l'on te propose de t'amputer, c'est horrible, mais ça veut dire que tu vivras, car sinon, un geste aussi atroce n'a aucun sens. Que tu sois si calme, c'est déroutant, mais ça veut dire que tu maîtrises. Or, quelqu'un qui maîtrise n'est pas en train de mourir. C'est le genre de bêtises auxquelles je crois, mais je ne sais rien de la mort. Je crois encore, de façon brouillonne, que ces choses-là, ont une forme de sens, si tant est qu'on le cherche. Je pense que la mort a ses façons de nous avertir et qu'on ne meurt pas comme ça, si facilement, à 33 ans. Et pourtant, quelques heures plus tard, tu meurs. Tu meurs doucement, sans douleur, drogué jusqu'à la moelle. Tu meurs en rythme au son décroissant du compte de tes battements de cœur. Tu meurs entre mon père, notre mère et moi. Tu meurs, ta main dans la mienne et c'est inexorable. Le son de la machine ralentit et il n'y a rien à faire. Chaque bip me comprime un peu plus le cœur et je veux me débattre, mais contre quoi ? Au collège, j'avais fini par découvrir qu'aux garçons qui nous attrapent les poignets pour nous apprendre la docilité, on met des coups de tête. Mais on ne met pas de coups de tête à une infection généralisée. Ni même au système hospitalier, tout flingué qu'il est par les coupes budgétaires. On ne fait rien. On laisse son cœur être tenaillé, on tient plus fort encore la main de celle qui meurt, jusqu'à la broyer, et on accepte la leçon en supposant que quelque part, il doit bien en avoir une. Tu avais tout tenté pour arracher à ce monde la dignité qu'il t'avait refusée, et puis, sentant ce combat impossible à gagner, tu t'en es délivré. Sagement, doctement, comme tu avais toujours fait. Embrasser ce qui peut, lui replier les ailes. Petite cage tendre, boule de possible. Laisser au jour le goût de la joie, sans escarre ni absolu. La terre nous a taillés communes, complices. Elle tiendra sa promesse, une tanière pour durer. On dit qu'elle est mon sosie à son âge, celui auquel tu veillais sur moi comme une petite mère. Les longues heures à m'épouiller, un drap sous mes cheveux,
le bruit satisfaisant du pouls gorgé de sang que l'on éclate entre les ongles, le matelas sur lequel tu te couchais jusqu'à ce que j'accepte de m'endormir le soir, les boucles blondes, les joues pleines, le regard éveillé. Longtemps, l'idée de mettre un enfant dans le monde où tu n'es plus ne m'était pas acceptable. Mais elle est là, et je la vois grandir sur ta terre, ou presque, ta terre fatiguée à la mémoire vacillante. Elle, qui n'a connu que cette terre-là, s'y déploie comme si elle était entière, entière elle aussi. Elle m'a offert un cœur en pâte à sel avec la forme de sa main en son centre, une boule de pâte durcie pour dire qui elle est dans ce monde et qui je suis pour elle, sa mère. À la crèche, tous les ans, les enfants fabriquent un cadeau pour papa et un cadeau pour maman. Un papa, une maman, un marqueur commun par lequel sont supposées passer toutes les petites personnes. Une autre des nombreuses configurations que je la vois petit à petit adopter et dont elle se sert maintenant pour s'orienter dans le monde. Je suis une grande fille, affirme-t-elle désormais. Pendant un temps béni des débuts de la parole et de l'apprentissage du monde social, elle mélangeait tout. Les genres, les espèces, les formes de relations. Elle était amie avec les pigeons, disait bonjour aux insectes, proposait aux chattes de jouer avec elle. Son père était une princesse, sa maman un gros caillou, les autres adultes des arbres ou des fruits, et avec la forêt, nous étions le nous-forêt. Elle fondait l'ensemble des vivantes dans l'expérience relationnelle qu'elle en faisait, sans case pour les y ranger. La poésie peut-elle suffire à nous faire revenir dans cet endroit au monde où nous sommes connectés à tout et définis par chacun de ces liens plutôt que de façon absolue ? Tous les jours, je vais marcher le long des surfaces nues qui abritaient les bosquets de notre enfance. Les chênes centenaires et les ruisseaux qui couraient en dessous ont disparu. Je voudrais replanter les haies de force. Je voudrais faire revenir les vieux arbres et avec eux ce qu'ils ont emmené de la terre qui était la nôtre. Mais un arbre ne s'impose pas, il se laisse advenir. La brutalité ne se conjugue qu'avec l'anéantissement, pas avec la création. Ce matin, les hirondelles sont revenues, 3 jours après le premier chant du coucou. Elles ont déjà commencé leur travail, fortifient les nids qui peuvent l'être, en construisent d'autres parfois. Je dis elles, mais en vérité, les premiers venus sont les mâles. Ce sont eux qui reprennent les nids, commencent à les réaménager en attendant la venue des femelles 1 mois plus tard. Aussi loin que remontent mes souvenirs, elles occupent les mêmes vieilles poutres de notre longère, couvrant de fientes tout ce qui est à leur portée. Mon père a développé un système de cohabitation que lui seul maîtrise. Selon la répartition savante des nids, des bouts de carton sont disposés ici et là pour recueillir les déjections. Se déplacer dans la pièce devient alors une sorte de parcours, un slalom entre les cartons. Les hirondelles se raréfient, en nombre et en présence. Le sentiment que notre enfance était plus dense n'est pas que l'effet de ma mélancolie. La loi prétend protéger l'hirondelle rustique et stipule notamment que la mutilation intentionnelle ou la perturbation intentionnelle des oiseaux durant la période de reproduction sont interdites. Je tique sur le qualificatif intentionnel, comme si les dévastations de ce monde étaient dues aux intentions. Les années qui ont suivi ta mort, je les ai attendues le cœur serré. Tant qu'elles reviennent, ta mort est une absence mais pas une rupture. Le retour des hirondelles, c'est la vie têtue. C'est toi ou moi, à 5 ou 6 ans, qui tenons tête. Ne lâchons pas. C'est toi qui n'es plus, et toi qui es encore là, différemment. Leur balai facétieux au-dessus du petit étang, en bas du hameau, m'a ouvert le cœur comme personne d'autre. La joie des hirondelles au-dessus de l'eau, c'est toi qui ne m'as pas complètement quittée. Toi qui perdures et toi qui gagnes, malgré la mort. Le retour des hirondelles, c'est une place au monde pour mon cœur contradictoire, la possibilité de n'avoir pas à y démêler la joie de la tristesse.
Déjà juin, le mois de ta naissance. Les premières vraies chaleurs. Celles qui laissent l'air tremblant, le goudron moite. L'abondance tenace de ce mois-là. Des champs, pépiments, croassements environnants. La plénitude des champs que l'on peut explorer, bruit d'herbes craquantes sous les pas. Quand tu es née à l'hôpital, on a voulu convaincre maman d'accepter une césarienne. 2 ans plus tôt, notre sœur était née de cette façon et il paraissait peu probable au médecin que maman soit capable de te mettre au monde par voie basse, avec son vagin. Elle a tenu bon. Pendant le travail, la cicatrice de sa césarienne s'est déchirée, mais maman n'a pas lâché et tu es née de la façon dont elle le désirait. Dans la foulée de ta naissance, les médecins, ton père en premier lieu, ont considéré qu'avoir un autre enfant serait désormais trop dangereux pour elle et ils ont décidé de lui ligaturer les trompes. L'opération a été faite immédiatement alors que maman était encore assommée par l'accouchement. Ton père était un médecin reconnu, fervent défenseur des droits reproductifs. Il avait voyagé dans le monde entier pour soutenir sa cause et impulser la création de centres permettant aux femmes de choisir. Mais selon sa conception, ce choix ne pouvait aller que dans un sens, et celui que faisait sa femme, garder cet enfant dont il n'avait pas voulu, mettre sa santé en jeu pour devenir mère à nouveau, ne rentrait pas dans le périmètre de son projet politique. 12 ans plus tard, et malgré l'opération chirurgicale qui visait à l'en empêcher, maman tombait à nouveau enceinte, 2 mois. Il me plaît à penser que nous sommes aussi les fruits de petites mutineries, signe manifeste qu'il est toujours possible de déborder ceux qui pensent nous vouloir du bien. Cette année, pour ton anniversaire, je suis allée cueillir un bouquet de fleurs sauvages que j'ai déposé auprès de ta stèle. Par elle, Sénesson jacobée, marguerite et quelques graminées. Pour la plupart, des plantes de lisière ou de friche dites envahissantes. J'ai un penchant pour ce type de fleurs-là. Je me surprends à reprendre les habitudes de l'enfance. M'étendre dans le champ du bas, celui qui a un petit trou d'eau plein de grenouilles, de ragondins, et quelques chênes centenaires. Celui qui part un peu en friche, inexploitable depuis que les très vieux chênes sont protégés. Quand j'arrive, c'est toujours l'affolement. On saute dans l'eau et on se faufile derrière les pierres. Puis, je m'allonge, j'attends là, sans bouger. Je revendique en silence mon droit de prendre le soleil comme tout le monde. Alors, doucement, on se remet en place autour de moi. Je suis de la famille. Toi aussi. Je ne t'ai jamais demandé si tu avais aimé cet endroit comme je l'aime. Je l'ai déduit des quelques photos de toi enfant, tes cheveux emmêlés, tes vêtements trop grands ou trop petits, des images de toi sautant dans l'herbe, un chat ou un chevreau dans les bras, courant derrière un cerf-volant, dans l'étendue verte devant la maison, avant que maman et mon père la couvrent d'arbres. L'enfance ici était un territoire de l'infini. Il y avait toujours plus à voir, sentir, apprivoiser. Le petit ruisseau, celui qui descend de la forêt et coule plein au printemps. Les arbres et les ronces qui le recouvraient, avant que la terre qui l'entoure soit, là aussi, mise à nu. T'a-t-il fallu mettre une pierre sur les printemps chez nous lorsque tu as décidé de ne plus revenir ? Qu'as-tu fait pour abreuver l'endroit de ton cœur qui, comme le mien, ne peut s'épanouir qu'ici et à cette saison ? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous l'aurez entendu, c'est un texte plein d'émotions. Et c'est un texte qui pose vraiment la question du deuil. Comme à un moment donné, comme elle s'est manifestée pour moi, c'est-à-dire pendant longtemps, j'ai appréhendé le deuil à travers l'angle du deuil personnel que j'avais vécu donc de ma sœur, qui est la personne à qui s'adresse ce texte. Et il y a toujours des émotions, c'est fou, hein. Ça fait 1 an et il y a toujours des émotions qui sortent. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait le deuil était... cette expérience précise du deuil et la difficulté en fait à la comprendre, parce que je pense peut-être l'absence d'outils, l'absence de lecture,
l'absence de mots aussi posée sur ce que veut dire le deuil dans une vie. Vous voyez, moi, quand j'ai cherché un petit peu des outils sur le deuil, j'ai vu les je ne sais plus combien d'étapes, etc. Vraiment, le deuil appréhendé comme un processus qui, à un moment donné, aboutirait à une fin, quoi. Quelque part, on reviendrait un peu avant. Moi, évidemment, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas ça, en fait, que le deuil, c'est pour toute la vie. L'absence, c'est pour toute la vie. Mais surtout, en fait, il s'est passé quelque chose pour moi qui, donc, vraiment a donné naissance à ce texte. C'est que j'ai eu un enfant, donc il y a évidemment la question de la transmission, et puis surtout je suis revenue m'installer là où j'ai grandi, là où ma sœur a grandi aussi, et à ce moment-là la question du deuil pour moi s'est élargie à le deuil en fait des mondes vivants, du monde vivant dans lequel moi j'ai grandi, qui n'est déjà plus aujourd'hui, qui est en perpétuelle évolution et qui est une évolution qui va dans le sens d'une disparition en fait de ce qui compose ce monde vivant. Donc pour le dire plus précisément, moi je viens de la campagne agro-industrielle bretonne, de ce qui a été le bocage mais qui est de moins en moins le bocage, et me réinstaller à cet endroit-là, ça voulait dire quelque part affronter, accepter d'habiter avec ce deuil. Et je pense que ce deuil a toujours été là, et qu'à un moment donné, pour une longue partie de ma vie, où j'ai vécu notamment ici à Paris et dans d'autres villes, c'était l'évitement du deuil en fait. Et donc dès que je rentrais, je rentrais assez peu longtemps et je constatais les disparitions d'arbres, d'espèces, de fleurs, d'insectes ce que j'appelle dans le livre des disparitions discrètes. Et je les fuyais. Et à un moment donné, du coup, il y a eu ce geste, en revenant s'installer, de dire je n'ai plus envie de fuir et j'ai envie d'apprendre ou de découvrir comment composer en fait avec ces disparitions dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, le deuil, c'est vraiment une condition collective aujourd'hui. C'est-à-dire, je crois qu'on est tous et toutes porteuses de deuil de multiples natures et que reconnaître ça et donc pour moi, écrire de façon littéraire et poétique sur le deuil, c'est aussi une façon d'en faire non pas quelque chose qui va éviter la tristesse, mais presque une façon d'habiter le monde, quoi, de donner sa place à cette façon d'habiter le monde, de parler de la mort et des absences, et donc aussi de parler des présences et du vivant et de comment on en prend soin, dans le texte avec la question de la transmission, mais pas que. Et puis il y a un autre élément assez fort qui traverse le texte et qui, moi, je pense, fait partie de ma façon de percevoir le monde. C'est aussi le continuum entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux vivants au sens large. Et pour moi, tout ce paradoxe, en tout cas, qui est que dans ma famille, il y a une attention très forte portée aux vivants, qui nous a été transmise par mes parents, comme une espèce de résistance dans un milieu abîmé et dont l'annihilation est toujours en cours, de cultiver un rapport au monde par l'attention à ce qui vit, par le fait de planter, de jardiner, par le fait de prendre soin, etc. Et qui en même temps s'associe dans ma famille, mais comme dans toutes les familles dans cette société, de violences patriarcales dont, dans l'histoire précise de ma sœur, il est légitime de considérer qu'elles font partie des raisons qui ont amené ma sœur à mourir beaucoup plus jeune qu'elle ne l'aurait dû. Et donc il y avait toutes ces ambivalences-là, qui sont à la fois des contradictions, mais qui sont presque la dialectique de la vie, sur lesquelles moi j'avais envie d'écrire, et aussi, je crois, avec une éducation politique féministe qui est la mienne, dont j'ai senti à plein de moments qu'elle pouvait être une injonction à faire rupture avec mon histoire, à faire rupture avec mon territoire. Moi, je crois que le geste de se réinstaller, il est aussi un geste de résistance contre ces injonctions à faire rupture, de dire, non, moi j'ai envie d'écrire à partir de cette dialectique qui est la mienne, presque un féminisme de l'enracinement. Alors, enracinement est un mot à prendre avec beaucoup de précaution, puisque c'est plutôt un mot de l'extrême droite. Je ne sais pas comment le dire autrement, un féminisme de situé, je reviens dans ce territoire et dans mon histoire, et je nomme dans cette histoire ce qui constitue
l'amour est ce qui constitue la violence, mais avec une affirmation qui est qu'on ne me retirera pas ni ce territoire, ni cette histoire. Et que c'est à partir de ça et de la reconnaissance de toute cette complexité que j'ai envie de construire. Donc, je ne l'ai pas lu, mais il y a aussi un certain nombre de textes qui ont à voir avec qu'est-ce qui pourrait constituer une forme de rapport rural à la mort, au corps, qui est pour moi un rapport assez spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi habiter dans une campagne agro-industrielle et qu'est-ce que ça produit en termes de rapport à la mort? Parce qu'il y a quand même ce truc complètement hallucinant qui est que moi, je vis dans un endroit avec des champs dans lesquels il y a l'élevage, il y a les abattoirs, voilà, c'est ça hein, l'agro-industrie. Donc c'est un rapport quotidien à la mort et en même temps à la négation absolue de la mort et du vivant. Et donc qu'est-ce que ça vient fabriquer dans nos rapports Bon voilà, donc je m'arrête là, je ne sais pas si vous avez envie de réagir. Je sais qu'après la lecture, souvent c'est difficile, comme c'est un texte qui est assez chargé. Souvent, c'est difficile de rebondir, donc j'ai rebondi moi-même, mais si vous avez envie qu'on discute. J'ai écrit donc un autre livre qui est là-bas, qui n'a rien à voir, qui est un essai, qui s'appelle « Lutter ensemble ». Et puis, j'ai écrit beaucoup d'articles en tant que journaliste, en tant que militante aussi. J'ai commencé par pratiquer une écriture, c'est celui-ci. J'ai vraiment commencé par pratiquer une écriture que je voulais utile. Je crois que la question du sens, pour moi, est fondamentale d'être certaine que ce que je fais a une fonction dans un monde que je considère abîmé et dont je vois ma responsabilité à agir là-dessus, à aller dans le sens de la transformation. Et donc, j'ai d'abord commencé par écrire des textes, donc ce texte et puis des articles. J'ai aussi traduit un livre qui s'appelle « Joie militante », à être sur une forme d'écriture comme ça, avec cet impératif d'avoir des textes politiques utiles, etc. Et puis là où je me suis surprise, c'est que je me suis surprise moi-même, on peut le dire. Donc j'ai d'abord écrit ce texte qui... Alors là, c'est la version poche. C'est quand même un texte de 400 pages. Moi, je voulais que ça soit un outil de lutte, alors 400 pages, on fait mieux comme outil. Et puis surtout, il faut quand même le dire, c'est un texte celui-ci qui circule dans les espaces militants, mais qui, par exemple, dans mon milieu d'origine et dans ma famille, n'a pas été lu, parce que c'était très très loin de ce qu'il et elle vivent. Et celui-ci, pour le coup, que j'ai écrit, alors vraiment, parce qu'en fait, il s'est imposé à moi, quoi. Il fallait l'écrire, ce texte. Et quelque part aussi, c'était une autorisation que je me donnais parce que... Alors, j'ai lu qu'un poème, là, dans ce que je vous ai lu, mais en fait, tout le texte, c'est de la prose et de la poésie, imbriquées. Et moi, ça fait très longtemps que j'écris de la poésie, mais voilà, la poésie, pendant longtemps, j'ai considéré que c'était pas utile. C'était presque... Je vais le dire de façon un peu provocante, mais pour moi, c'était presque un passe-temps bourgeois, la poésie, quoi. Et moi, je suis pas le genre de personne qui va s'autoriser des passe-temps bourgeois. Enfin, je sais pas comment c'est autrement. C'était pas quelque chose que je considérais comme étant à ma portée, quoi. Donc j'écrivais de la poésie pour moi, mais bon, les trucs que je publiais, c'était des trucs que je considérais plus utiles. Et puis finalement, ce texte-là, donc qui est presque une autorisation que je me suis donnée, circule beaucoup plus. Et notamment, en fait, j'ai vu des femmes de mon entourage qui ne lisent pas ou très peu, s'en saisir et se sentir profondément touchée par ce qui était écrit dedans. Et donc je me suis rendu compte que finalement, en termes, si on veut parler d'outils pour transformer le monde, finalement la poésie et la littérature, ça peut aussi avoir cette fonction. En tout cas, je pense assumer d'aller chercher du côté des affects, des émotions. Et là où c'est curieux aussi, mais donc le texte est sorti en septembre l'année dernière pour la rentrée littéraire. Et puis les premières présentations, j'étais tétanisée parce que moi j'ai écrit ce que j'avais à écrire, mais j'en ai rien pensé, enfin vraiment. Et donc quand il est sorti, j'en pensais toujours rien. Je pensais juste que j'avais écrit un truc que j'avais besoin d'écrire. Et puis c'est en le présentant, en le lisant, en ayant des échanges, que j'ai commencé à articuler tout un tas de choses et que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à dire, mais que sur le coup, vraiment, moi, j'avais rien à en dire. Tout ce que je savais, c'était que je l'avais écrit, et puis voilà. Avec toute la charge, en plus, d'être une femme qui écrit sur l'intime,
et la peur très forte d'être enfermée dans le témoignage et de n'être pas reconnue en tant qu'artiste et de n'être pas reconnue sur la dimension justement littéraire et créative du travail. Et un truc que j'ai compris du coup après dans les présentations, alors il y a un texte que je vous ai pas lu parce que les premiers textes que je vous ai lus sont quand même assez lourds et donc je me suis dit je vais pas les charger trop, donc je le passe. Mais il y a un texte qui parle. Donc moi je m'intéresse à 4 générations de femmes en fait de ma famille, et il y a un texte qui parle de ma grand-mère et de la naissance de ma mère et d'une expérience qu'a eue ma grand-mère à la fin de la guerre. Elle s'est avortée toute seule à la maison avec des aiguilles à tricoter et donc elle est allée à l'hôpital avec une infection gravissime. Et donc ça raconte une anecdote qu'elle nous a racontée un peu en rigolant toute sa vie, qui est que donc elle arrive à l'hôpital avec une douleur énorme évidemment, une infection en fait sur un des ovaires, donc elle va perdre un des ovaires en fait, un de ses ovaires. Et quand elle arrive à l'hôpital, le médecin qui la reçoit trouve son cas extraordinaire et invite une quinzaine d'internes à lui faire une palpation. Et donc ils passent tous les uns après les autres à la palper. Elle est au comble de la douleur. Et le dernier qui passe lui dit est-ce que c'est trop pour vous? Est-ce que vous êtes fatiguée? Et là elle se dit mais enfin un qui m'a vu quoi. Et donc elle lui dit oui, oui j'aimerais que vous arrêtiez. Et là, il lui dit avec un grand sourire, c'est bien, je vais revenir demain. Et bon, là, je vous raconte une histoire drôle, mais qui est en fait beaucoup de violence, puisque 6 mois plus tard, elle est retombée enceinte et elle n'a pas eu le courage de s'infliger ça à nouveau. Et donc, elle a eu la personne qui est devenue ma mère, mais elle n'en voulait pas. Et elle lui a dit toute sa vie, je ne voulais pas de toi. Et en plus... Et elle lui a dit, je ne voulais pas de toi, et si encore tu avais été un garçon. Mais c'était une 3e fille, et donc c'était vraiment trop. Et ma grand-mère était quelqu'un qui dessinait beaucoup, qui dessinait très bien. Et quand elle a passé l'équivalent du brevet des collèges, son professeur principal est venu chez ses parents en disant, elle est vraiment extrêmement douée, il faudrait l'encourager à faire une carrière artistique. Or, c'était une classe populaire, elle venait de la Marne, ma grand-mère, c'était une classe populaire. Et son père a dit certainement pas, c'est pas un métier, et puis en plus c'est pas un métier pour une femme, donc elle sera secrétaire ou infirmière. Et ce que j'ai compris après, que je n'ai pas compris dans l'écriture, donc je parle de ça dans le texte, c'est que ma grand-mère est devenue secrétaire et ma mère est devenue infirmière. Ouais. Et que moi, avec ce livre-là et en écrivant là-dessus, j'assume que je deviens artiste. Et je me suis dit, et je l'écris dans le livre, mais je l'ai compris après, j'écris dans le livre, combien de générations il faut pour accomplir un rêve, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je trouve. où on finit même par se dire, est-ce que mon histoire m'appartient ou est-ce que je suis juste entre guillemets, mais enfin, est-ce que je suis là pour continuer l'histoire et pour... combien de générations il faut aussi pour accomplir une émancipation. Et c'est... Voilà. Moi, j'ai l'impression... c'est marrant parce que demain, je dois partir. Demain, je vais à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageur et je suis invitée à une table ronde qui s'appelle Construire en sororité. Mais moi, les relations de femmes que j'écris dans le livre, et j'avais envie de raconter ça aussi, ne sont pas des relations bienveillantes et ne sont pas des relations... Moi, j'ai l'impression, par exemple, que mon féminisme est beaucoup ancré dans ce que nous a transmis ma grand-mère. Ma grand-mère nous a raconté toutes les histoires d'avortement, de viol. Elle a été absolument transparente sur ce qu'elle percevait de sa condition et elle était très dure et très, je pense... elle n'était pas dans la dissimulation vis-à-vis de ses filles et de ses petites filles sur ce qu'était le patriarcat. Je crois qu'elle était très claire sur ce que... Et je me souviens, par exemple, qu'à la fin de sa vie, elle nous a dit « J'ai rien choisi. J'ai rien choisi et je n'ai pas voulu épouser cet homme-là. » Elle n'était pas du tout dans le... Elle maquillait pas, quoi. Et en même temps, elle a passé sa vie à protéger l'homme avec qui elle était, qui était mon grand-père, qui n'a jamais eu à savoir ni les avortements, qui n'a jamais eu à être confronté à la violence, en fait, de ce qu'il avait provoqué, induit, etc. Mais du coup, pour moi, par exemple, la sororité, c'est un terme que je trouve... Pour moi, c'est effectivement... Politiquement, c'est intéressant, c'est un idéal, mais ça n'est pas l'expérience que j'ai, moi.
c'est pas une histoire de femmes qui se soutiennent les unes les autres à s'émanciper. Non, c'est une histoire de femmes qui sont marquées par la violence de ce qu'elles vivent et qui, d'une certaine manière, transmettent cette violence-là. Évidemment, pas de façon volontaire, souvent même pas de façon consciente, mais le patriarcat ne fabrique pas de la complicité entre les femmes. Pour moi, il fabrique plutôt, au contraire, des choses très dures. Et c'est ce que je raconte aussi dans... Il y a toute une série de textes aussi sur le rapport au corps, sur la façon dont on est construite dans la compétition les unes avec les autres, etc. Donc c'est pas... Il peut y avoir beaucoup de tendresse et d'amour, mais il y a aussi beaucoup de dureté. Je crois que j'avais envie d'écrire une histoire charnelle, sensorielle, mais qui s'éloigne de toute forme de moralisme ou de... Ouais, j'avais envie d'écrire ce qui pour moi est, et toute la complexité de ce qui est, et comment on se débrouille avec des choix qui sont nécessairement imparfaits. Et moi, mon choix, c'est de m'inscrire dans une filiation. Et en même temps, du coup, pour pouvoir l'assumer pleinement, ça veut dire nommer toutes les complexités de cette filiation. Mais de la même manière que je crois que pour moi, ça renvoie à quelque chose de plus large. Et quand je parle dans le texte de tout ce qui renvoie au rapport au territoire, au monde vivant au sens large, je crois que ce que j'avais envie d'écrire, c'est comment est-ce qu'il me semble qu'on a une responsabilité aujourd'hui à habiter le monde en conscience de toute la complexité qu'il constitue. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire habiter le monde en sachant à quel point il va mal, et en même temps continuer à épuiser ce qui est de l'ordre de ce qui fabrique la vie, ce qui fabrique l'amour, ce qui fabrique la tendresse. Il y a un texte que je ne vous ai pas lu. Je vais essayer de vous le trouver parce que je crois qu'il est très court. Voilà. Il est très court et il résume exactement ce que je suis en train d'essayer de vous dire. La route est longiligne, rutilante. Il a fallu des années pour la construire. Elle joint plus vite et mieux des lieux qui sont tous éloignés d'ici. Elle s'entend désormais jour et nuit. Sa présence est une vibration, un sifflement continu. Elle distille une acidité dans l'air. Elle traverse les champs, condamne des chemins que les ronces achèvent maintenant d'ensevelir. À présent, pour sortir du hameau, il faut aller au-delà de la route, il faut la dépasser, par-dessus ou par-dessous. Entre la forêt et la route, il y a nous. Entre nous et la route, il y a les champs. Toujours plus étendus, toujours plus vides. Les haies ont toutes été broyées par les machines, les mares drainées. Tant mieux, disent certains, c'est ça de moins qu'on laisse aux ragondins. Aux oiseaux aussi, et c'est pour ça qu'ils se réfugient en si grand nombre dans le hameau. Cet hiver, en passant devant les champs fraîchement paillés de plastique, la route au loin comme perspective, ta nièce s'est exclamée « Regarde maman, on dirait la mer !» Rien n'entache son plaisir à grandir. Dans ma vie, le premier départ, c'est le tien. D'autres ont suivi, moins grandiloquents, plus ténus. Des disparitions multiples que pour certaines, je n'ai même pas relevées au moment où elles avaient lieu. L'anéantissement progressif de ce qui vit en ce monde, affadissement des sens, commence pour moi avec ta mort. C'est elle qui m'a appris à habiter les décombres. Puis, à la faveur de la naissance de ma fille, se révèle la continuité qu'il m'est donné de vivre. Avec elle, j'apprends à célébrer ce qui survit parmi les ruines. Voilà, je crois que ça résume bien ce que j'essayais de vous dire. Et je crois que c'est une condition collective. Reconnaître que c'est ça qui nous est donné de vivre et c'est ça qui nous est donné de transmettre aussi. Chercher ce qui constitue de l'ordre de ce qui survit, de ce qui continue à vivre et chercher à nourrir ça en nous, autour de nous et à transmettre cet attachement, à prendre soin de ce qui vit et de ce qui survit. Et j'avais envie de raconter cette histoire complexe qui est pour moi à la fois, je crois quand même, un apprentissage féministe, de regarder qu'est-ce que ça veut dire prendre soin,
On est dans un hôpital, du coup je crois qu'on est au bon endroit pour parler de ce que ça veut dire, prendre soin. Et de voir qu'est-ce qui est de l'ordre de notre capacité à aller vers ça, à nourrir ce geste-là, de prendre soin, tout en reconnaissant de toutes les impasses et toutes les difficultés qu'il y a à prendre soin dans ce monde. Voilà.